Lyon, Moscou, Pékin, Hong Kong, le voyage de nos rêves. Du 2 octobre au 5 novembre 1993, nous sommes partis en train à l'autre bout de la planète. Un voyage de plus de 17 000 km en train, une traversée terrestre de 2 continents, l'Europe et l'Asie. Notre périple commence par les étapes de Paris, Bruxelles et Cologne. Nous prendrons alors le train direct pour Moscou, le Yann-Kippoura, en passant par Varsovie et Minsk. À Moscou, l'étape sera de courte durée. Nous avons hâte de partir avec le coût du voyage, le Transmongolien. Le train numéro 4 qui va de Moscou à Pékin en passant par la ligne du Transsibérien, puis par la traversée de la Mongolie en passant par Ulaanbaatar, sa capitale. Nous arriverons enfin à Pékin après un voyage non-stop de 7620 km, 150 heures et 6 nuits depuis Moscou. Après une visite de Pékin, nous irons à la découverte de la Chine, toujours en train, pour les destinations de Xi'an et son armée de soldats en terre cuite, puis nous logerons les contreforts des montagnes de l'Himalaya, vers Chengdu et Kunming, avant de visiter la rivière caractéristique de Guilin, puis la ville de Canton. Nous serons alors à la porte de Hong Kong, ultime étape de notre voyage, à plus de 17 000 km de Lyon. Alors, sans plus entendre, partez à la découverte des continents au cours de cette épopée terrestre effectuée en 1993. En voiture pour la première étape, de Lyon à Pékin. A été dédié à Saint-Vincent, protecteur de la vigne, un signe de gratitude pour la grande qualité de cette récolte. Samedi 2 octobre 1993. Voilà, nous sommes partis. Après un trajet en TGV de Lyon à Paris, nous voilà maintenant dans le train ex-Trans-Europe Express, le Watteau, un peintre nordiste du XVIe siècle qui donne son nom à un train. Nous allons à Bruxelles. Mes compagnons de voyage, André et Georges, font l'inventaire de leurs sacs. La voie sera longue. Il faudra se réconforter avec des produits bien français, saucissons, vin rouge, camembert, pastis, pâté et café. Nous avons un relais traction de 15 minutes à Kévy. Une locomotive belge prend le relais. Nous arrivons à Bruxelles. Il est 15h27. Nous avons mis 3 heures pour faire Paris-Bruxelles. Nous repartons sans plus attendre à 15h47 pour Cologne. La première voiture était pas tout mal. Dimanche 3 octobre. Nous avons bien roulé toute la nuit. L'entrée en Pologne s'est faite sans ménagement par un contrôle douanier en bonne et due forme. Nous avons tous été réveillés. Notre voiture lit russe avec ses petits rideaux caractéristiques. Nous sommes dans le compartiment numéro 10, sous un bogie et à côté des toilettes. Ça bouge beaucoup, ça fait beaucoup de bruit. Nous approchons maintenant de Varsovie. Il y a 3 gares. Une gare à l'ouest. La principale se trouve maintenant au centre-ville, mais elle est enterrée. La gare la plus à l'est sert pour les recompositions de trains et les manœuvres. Il est 11h45. Nous avons un arrêt de 1h20. Des voitures de notre train ont leur terminus à Varsovie, tandis que nous récupérons 4 voitures en provenance de Vienne. La plaque de notre train Cologne-Moscou. C'est tout un symbole pour nous. Une locomotive de la série EU7 des PKP, les chemins de fer polonais, est en tête de notre train. Ces locomotives ont été construites en 1965 et elles sont limitées à 125 km/h. Nous avons encore 1 heure avant de continuer vers l'est. Cette gare de Varsovie-Est, Varsovie-Wolnia, voit passer beaucoup de trains. Nous observons avec attention le mouvement et les relais de locomotives qui en découlent. Sur ce train, par exemple, une EU7 laisse la place à une EP9. Ces locomotives sont plus récentes. Leur début de construction date de 1986. La première a été livrée en mai 1988. Elles sont limitées à 160 km/h. Elles font des rapides.
André a emprunté la casquette de la tenue de notre protagoniste. Il est très fier de l'arborer et nous de décrire la plaque de notre train. Alors, Pologne, Porto, Francfort, Varsovie, Moscou. Votre serviteur a lui aussi succombé à la tentation de poser devant cette plaque de train qui est devenue historique de nos jours. Nous quittons Varsovie, direction l'est. Il fait bon. Le soleil a percé les nuages. Nous offrons le pastis à notre protagoniste pour lui remercier de nous avoir prêté sa casquette. Il le boira sans eau. Un peu plus tard, nous buvons un Nescafé dans ces typiques verres des chemins de fer soviétiques. Nous quittons la gare de Terespol. C'est la dernière gare polonaise. La sortie de la Pologne se fait dans une gare frontière sans nom. Alors, c'est le balai des douaniers et des coups de tampon sur les passeports. Nous sommes maintenant en gare de Brest, en Biélorussie, pays frère de la Russie. Nous rentrons dans cette gare du côté européen, où les rails ont un écartement de 1,44 m. De l'autre côté, c'est l'écartement russe de 1,52 m. Notre train va être remorqué dans un atelier où les bogies seront changées. Chaque voiture est détachée l'une de l'autre, puis les vérins viennent les soulever et les ouvriers font l'échange des bogies européens vers ceux aptes à circuler dans tous les pays de l'ex-Union soviétique. Alors, ils changent le bogie plus l'attelage automatique. C'est les petits ça alors. Non, c'est les grands. Qu'est-ce que t'en sais? Parce que je vois bien qu'ils roulent pas sur le... Ça c'est pour nous ça. Je dis que c'est les petits. Je vois bien qu'ils roulent pas. Tu vois bien qu'ils roulent pas sur les... Non, ça ce sont les grands. Oui, c'est les grands, ouais. Nous sommes maintenant dans la gare russe de Brest, du côté soviétique. Il y a beaucoup de monde sur le quai. Celui-ci est très mal éclairé. Notre voiture est la dernière du train. Des voitures russes, dont une voiture restaurant, ont été accrochées en tête. Il est 17h56 heure de Paris. Mais il faut avancer nos montres d'une heure. C'est notre premier fuseau horaire. De plus, comme tous les trains circulent à l'heure de Moscou, j'avance ma montre de 2 heures. Nous partons à 19h33, bien à l'heure. Les voyages en train au long cours sont propices aux rencontres. Nous faisons la connaissance d'un jeune Suisse qui part en année sabbatique et d'une femme russe qui rentre au pays depuis Eindhoven, aux Pays-Bas. Lundi 4 octobre. Il est 7h30 lorsque nous nous réveillons. Un superbe soleil vient taper contre la vitre. Dehors, il y a des plaques de neige et du givre. Il doit faire froid. Nous prenons un café turc car le contrôleur n'a plus de Nescafé et nous mangeons des madeleines. Le train ne roule pas vite, environ 60-70 km à l'heure. Nous sommes au point kilométrique 286. La distance indiquée est celle qui nous reste jusqu'à Moscou. Le paysage est toujours aussi plat, avec des grandes étendues de champs moissonnés, des forêts de bouleaux et des marécages. Comme nous sommes dans la dernière voiture, je peux filmer depuis la fenêtre de la porte d'intercirculation. Nous roulons pas très vite, dans les 60-70 km à l'heure. La voie ne paraît pas en très bon état. Nous croisons de nombreux trains de marchandises et en s'en rapprochant de Moscou, nous voyons les rames des trains de banlieue.
à Moscova. À proximité de Moscou, notre train reprend un peu de vitesse. Il fait beau. Nous franchissons la Moskova puis quelques gares de banlieue. Des militaires gradés attendent leur train. À l'entrée de la gare de Biélorussie, une grande locomotive à vapeur trône en vestige du passé. Ça y Non, ressemble. 242. Nous arrivons en gare de Biélorussie à 13h15. 2 heures de plus par rapport à Paris. Cela fait pratiquement 48 heures que nous sommes partis. En gare, il y a beaucoup de monde. Nous remontons le quai. C'est une gare en cul-de-sac. Une voiture avec un chauffeur nous attend. Il nous dit que nous n'irons pas à l'hôtel Belgrade, mais à l'hôtel Rossia. Cet hôtel Rossia est à côté de la place Rouge. Il nous fait comprendre que l'hôtel Belgrade est près des tirs des mitraillettes, mais que maintenant tout est fini. J'étais resté pas 2 jours. Il y a plusieurs étages de détruits d'ailleurs. Nous sommes le 4 octobre 1993. Il y a une crise constitutionnelle en Russie depuis quelques jours. Elle oppose le président de la Fédération de Russie, Boris Eltsine, et le Congrès des députés du peuple. Cela dégénère, et après 10 jours d'affrontements, le Parlement est mis au pas avec l'aide de l'armée qui assiège et envahit la Maison-Blanche. Et cela se passe aujourd'hui. Malgré cela, rien n'est interdit. Et nous pouvons nous promener autour de la place Rouge et du Kremlin. La place Rouge est barricadée avec des véhicules en tout genre. Et il y a une colonne de chars juste derrière le Kremlin. La tombe du soldat inconnu. Je me souviens plus exactement. Les barricades qui empêchent l'accès à la place Rouge peuvent faire sourire de ce pays qui va dans l'espace depuis plus longues années. Il est environ 17 heures, nous entendons ce qui ressemble à des tirs au loin. Les moscovites ne paraissent pas plus inquiets que cela. Les gens d'un côté. Nous poursuivons notre visite librement autour des monuments proches de la place Rouge, comme l'hôtel Métropole, la statue de Karl Marx et le théâtre du Bolchoï. Nous finissons devant l'hôtel Rossia. Il ne faut pas rentrer trop tard, il y a un couvre-feu. Mardi 5 octobre. Nous avons acheté les billets de train Moscou-Pékin à l'agence Un Touriste de Paris. Résultat, nous sommes tous les trois intégrés à d'autres voyageurs indépendants et nous formons maintenant un groupe. Nous avons donc un guide qui s'occupe de notre intendance durant le séjour à Moscou et sur le parcours du train jusqu'à la frontière mongole. Nous partons donc ce matin visiter Moscou avec un bus et avec notre guide. Nous passons par le grand boulevard qui fait le tour de Moscou avant de marcher un peu sur la rue Arbat. Nous sommes maintenant au mont Lénine, qui nous permet d'avoir une vue imprenable sur la ville de Moscou. Et enfin, pour terminer, nous allons sur la place Rouge démunis de ses frêles barricades pour aller voir Lénine et son mausolée, le Goum et la cathédrale de Sainte-Basile le Bienheureux. In 1930, when Lenin died in 1920, see the Museum of History built by Shep. Enfin, nous y voilà. Le train numéro 4, la voiture 6, avec les places 17, 18 et 19, qui sont situées à peu près au milieu de la voiture. Moscou, Oulan-Bator, Ulm-Bator, Pékin. Belgique. Enfin, un vieux rêve qui se réalise. Le rêve devient réalité. En tant que bons cheminots, nous allons voir la locomotive. André salue les conducteurs. Et nous avons droit à une démonstration des prouesses techniques de la petite bébé
qui va nous tracter sur les premiers kilomètres de ce long périple. Le train part à l'heure, il est 19h50. Je prête ma caméra à un voyageur chinois afin d'immortaliser ce moment de joie que nous avons tous envie de partager au moment du départ. À notre départ pour Pékin. C'est parti pour 6 jours de train et 7865 km. Mercredi 6 octobre. Nous sommes à Kirov, à 956 km de Moscou. Il est 10h25 et nous avons 17 minutes d'arrêt. Notre train pour Pékin, le numéro 4, ne roule qu'une fois par semaine. Il part chaque mardi de Moscou. Il est composé de voitures chinoises et le personnel du train est également chinois. En 1993, ce train est un véritable magasin ambulant. Beaucoup de Chinois font le trajet et vendent leurs marchandises dans les gares aux populations locales. Nous observons tout cela depuis le quai. Notre rame est composée de 12 voitures. La voiture restaurant ainsi que 2 voitures couchettes sont limitées à Noske. C'est la ville frontière avant la Mongolie. Elles sont en queue du train. Le reste de la rame est composé de belles et modernes voitures chinoises. Elles sont équipées de compartiments pour 4 personnes comme le nôtre, ou bien d'un compartiment pour 2 personnes avec un cabinet de toilette commun pour 2 compartiments de ce genre. Ils sont également équipés de fauteuils confortables pour regarder le paysage en position jour. Nous sommes à Balezino, il est 13h43 et nous devons partir à 13h58. Mais nous avons 7 minutes de retard. Ici aussi, il y a beaucoup de monde sur les quais. Les Russes vendent, entre autres, de grands saucissons. Balezino est un centre ferroviaire important, situé à égale distance entre Kirov et Perm. C'est le point de jonction entre le 3000 volts continu et le 25 000 volts alternatif. À partir de là, nous allons donc rouler en 25 000 volts alternatif. Tous les trains font halte dans cette gare pour changer de locomotive. Les installations ferroviaires de Balezino sont importantes. Il y a un immense dépôt de locomotives, puis plus loin un grand triage. Presque la totalité des trains de la ligne du Transsibérien doivent passer par ici. Les trains sont nombreux. Nous sommes à l'arrêt pour respecter la signalisation. Nous arrivons à Perm à 17h35 et nous sommes à l'heure. C'est une grande ville. Avant la gare, nous avons traversé le fleuve Lakama. Nous descendons marcher sur le quai. Il y a des gens qui vendent de la nourriture, du lait, des pommes, du pain, du poulet, de la vodka. Il y a aussi beaucoup de monde qui s'occupe du train.
Visite des roues, réglage des semelles de frein, contrôle de la température des boîtes d'essieux, chargement du charbon pour les chaudières de chaque voiture. Quelle ambiance! Bon, c'était vrai, hein. Курицы горячие эскимо. Attends, j'en ai trouvé. Jeudi 7 octobre. Vers les 7 heures du matin, nous sommes au point kilométrique 2385. Ce matin, le paysage est constitué de forêts de bouleaux et de grandes étendues marécageuses, le tout dans les couleurs ocre et rouge de l'automne. Mes compagnons de voyage ainsi que l'ensemble des voyageurs de notre voiture dorment encore. Je suis le seul dans le couloir à observer le paysage. Nous sommes à Ishim. Il est 7h42 et nous avons 10 minutes d'arrêt. Les horaires de notre train et tous les horaires des trains russes sont à l'heure de Moscou. Mais en réalité, nous prenons en moyenne un fuseau horaire par jour. Nous allons vers l'est. Il faudrait théoriquement avancer nos montres de 1 heure à chaque fuseau horaire. Nous voilà à Vassivokouskaya. L'arrêt dure 15 minutes. Il y a de nombreuses babouchkas sur les quais pour vendre toutes sortes de choses, dont de nombreuses victuailles. Nous filons en direction de Omsk. C'est la taïga. Le paysage est plat. Nous roulons à une bonne vitesse comprise entre 100 et 120 km à l'heure. Nous arrivons bientôt à Omsk. C'est une grande ville. Elle est située dans le sud-ouest de la Sibérie et à 2236 km à l'est de Moscou. Mais avant, nous traversons le grand fleuve, l'Irtis, sur un grand viaduc immense comme savent le faire les chemins de fer soviétiques. Il est entre les deux. Omsk est la 9e ville de la Fédération de Russie de par sa taille. Ici aussi, il règne une grande ambiance de voyageurs sur les quais de la gare. Une longue rame RVR se met à quai. Ces rames assurent principalement les omnibus ou les express de jour. Je te dis, il est peint comme les... Toutes les voitures voyageurs, aussi bien les russes que les chinoises, sont équipées d'une chaudière à charbon. Elles servent au chauffage central et à l'eau chaude du samovar. Nous continuons vers l'est
et nous avons repris un bon rythme de croisière dans les 120 km à l'heure. Par contre, la taïga se transforme peu à peu en toundra. C'est un train régional express. Essayez de voir la pendule sur la gare pour voir un peu. Ah, attends, non, je n'ai pas vu. 13h39, c'est ça. Tu l'as vu la pendule? Ouais. C'est à l'heure de Moscou? Ouais. 13h39. Notre train international est bien évidemment classé comme un rapide. Nous allons donc nous arrêter qu'une fois jusqu'à Novosibirsk. C'est à Barabinsk. Nous roulons bien chaque fois plus de 4 heures sans arrêt. Le paysage est plat et sans grand intérêt. C'est la toundra. Mais il y a quand même de temps en temps des villes industrielles avec de l'activité. Aujourd'hui, il fera nuit vers 15h45, bien évidemment, toujours à l'heure de Moscou. Dans chaque voiture, les horaires du train sont affichés. Nous avons sympathisé avec 2 voyageuses françaises. Elles occupent un compartiment de luxe à 2 personnes. De la gare, c'est pas terrible. Alors bon, ça m'a pas trop emballé. Donc je suis retournée au bureau. Ce soir, nous arrivons à Novosibirsk. Il est 20h09 heure de Moscou ou bien 23h09 heure locale. Mais nous avons un peu de retard. Cela fait 48 heures que nous sommes partis et nous avons parcouru 2812 km depuis Moscou. Novosibirsk est la 3e commune de Russie et la principale métropole russe à l'est de l'Oural. La gare paraît superbe. Dommage qu'il fasse nuit. La température est de 4 degrés et il pleut un peu. Vendredi 8 octobre. Je me lève vers 4h30 heure de Moscou. Nous sommes environ au point kilométrique 3654. Le temps est gris et apparemment froid. Nous n'avons fait que 300 km dans la nuit, il y a dû avoir un problème. Le paysage a un petit peu changé. Les bosquets de bouleaux se sont transformés en forêts. Les grandes étendues de toundra en prés plus consistants et en labour. Les villages sont plus nombreux. Tout cela donne un caractère plus familier à nos yeux. Peu avant 6 heures, hors de Moscou, nous rentrons en gare de Malinsk.
Nous voilà à Marinsk. Nous avons 15 minutes d'arrêt, mais aussi plus de 3 heures de retard. Nous allons sur le quai pour nous dégourdir les jambes. Il ne fait pas bien chaud. L'ambiance ferroviaire est garantie dans cette gare. Il semblerait que des ordres soient donnés par haut-parleur. C'est le moment de la toilette pour Georges. Dans chaque voiture, il y a un demi-compartiment avec 3 lavabos. Et pour avoir de l'eau chaude, il faut une gourde et la chercher au samovar. Dehors, le temps est gris et il pleut. Il ne fait pas chaud non plus. Cela se ressent dans notre compartiment. Nous roulons vers Krasnoïarsk, la prochaine grande ville. Nous avons un court arrêt de 2 minutes en gare de Ashkins. C'est sur quoi? Plus loin dans la matinée, un voyageur chinois décompte les kilomètres. 3932. Nous avons fait la moitié du chemin. Ça y est, on a fait la moitié. La moitié. Ça c'est des frites. Avec les épaulettes. La terre est noire, le terrain est plus vallonné. Plus le temps passe, plus nous montons. Et bientôt les premières neiges ne tardent pas à recouvrir prés et sapins. La neige est maintenant à la hauteur du Roy.
Tous nos repas sont prévus à la voiture-restaurant. Chaque jour, notre guide nous indique à quelle heure nous devons aller manger. Après le repas, je pars à la dernière voiture. Un contrôleur nous ouvre la porte pour que je puisse filmer la vue depuis l'arrière du train. Mais il fait pas chaud. Ça faisait Mongolie, ça. Ça, c'est un peu les paysages que j'ai vus en Mongolie. Nous arrivons à Krasnoïarsk. Nous avons toujours nos 3 heures de retard. Krasnoïarsk est la 5e ville de Sibérie et c'est une étape importante du transsibérien et nous sommes à 3355 km de Moscou. Nous avons 15 minutes d'arrêt. Je vais filmer la gare et notre train depuis la passerelle qui enjambe les voies. Il y a beaucoup de trains, dont le Rossia, Vladivostok-Moscou. Il vient de passer au lavage. En quittant la ville, nous traversons un grand fleuve, l'Indissaï. Après Krasnoïarsk, le paysage devient vraiment très beau. Nous remontons de petites rivières. Les villages se succèdent. Nous doublons à plusieurs reprises des omnibus, ce qui nous permet de bien pouvoir observer le fonctionnement du bloc automatique. La ligne serpente beaucoup. Nous voyons plusieurs fois la tête du train. Le temps s'éclaircit et il n'y a plus de neige. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, qui me permet de bien filmer sans le masque de la vitre. Aujourd'hui, il fera nuit à 14h, 14h30, toujours à l'heure de Moscou.
Samedi 9 octobre. Je me lève à 2h30 hors de Moscou. Le soleil n'est pas encore levé, mais il fait jour. Une gelée blanche couvre le paysage matinal. Les bouleaux sont plus rares et plus petits. Les prairies et les cultures sont à perte de vue. Nous sommes au point kilométrique 5014. Cette nuit, nous avons bien roulé. Le paysage ressemble parfois au plateau du Jura sans les sapins. Le temps est clair, il fera beau aujourd'hui. Plus nous nous approchons de Irkoutsk, plus les villages sont rapprochés et bientôt, une troisième voie vient tripler notre double voie. Des industries, des usines, des raffineries apparaissent. Il y a de plus en plus de monde qui attendent les trains de banlieue. Je remarque qu'une fois de plus, devant chaque maison, il y a une vache. Nous voilà à Irkoutsk. C'est une ville de Russie méridionale et c'est la capitale de la Sibérie centrale. Irkoutsk est à 4205 km à l'est de Moscou. Nous sommes aujourd'hui samedi et nous sommes partis mardi soir de Moscou. Nous avons déjà passé 4 nuits dans le train. Il fait beau mais encore froid. La locomotive est changée. Une machine double est mise en tête de notre train. Irkoutsk est une grande ville sur le fleuve Angara. La banlieue est l'une des plus grandes depuis Moscou. Les quais des gares sont bondés. Les immeubles et les usines se succèdent. Nous filons maintenant vers la destination attendue de tous les occupants ce matin, le lac Baïkal. Mais avant, notre train se faufile dans une vallée tortueuse où court une rivière capricieuse. Les trains que nous croisons sont toujours aussi nombreux et pratiquement tous au bloc. Nous montons ainsi pendant une bonne heure. Quelques plaques de neige apparaissent. Nous sommes en milieu de journée. Il fait beau. Nous avons droit à de la musique chinoise diffusée dans les haut-parleurs de notre voiture. Bientôt, sur la gauche dans le sens de la marche, nous apercevons en contrebas une immense étendue d'eau très bleue, entourée de forêts de bouleaux et de pins rouges et or. C'est splendide. La ligne redescend sur le bord du lac en serpentant beaucoup avec une belle descente en Z.
Nous voici à Sludanska. L'heure théorique du passage dans cette gare était entre 6h05 et 6h22, toujours à l'heure de Moscou. Il y a 5 heures de décalage, donc il est pratiquement 11h30 midi lorsque nous sommes dans cette gare au bord du lac Baïkal. Nous avons maintenant 15 minutes d'arrêt. L'air est doux et le soleil brille. Dehors, les Russes vendent de tout pour manger, y compris les boissons du lac Baïkal. Les 3 heures de retard de la veille ne font maintenant plus qu'une. Nous allons longer le lac Baïkal. C'est un vrai festival de lumière, de courbes et de contre-courbes. Nous avons beaucoup de chance avec la météo. Regarde en fond. Ils sont trop loin. Le lac Baïkal est un lac situé dans le sud de la Sibérie, en Russie orientale. Il constitue la plus grande réserve d'eau douce, liquide, à la surface de la Terre. La transparence de ces eaux permet une visibilité parfaite jusqu'à 40 mètres de profondeur. Il est parfois surnommé la perle de Sibérie. Il s'étend sur une longueur de 636 km avec une largeur variant de 24 à 79 km, ce qui en fait le 6e lac du monde. C'est également le lac le plus profond jusqu'à 1642 mètres de colonne d'eau. Ce lac est impressionnant par sa grandeur. Un point bleu sur une carte de Russie, mais une superficie égale à la Belgique. On n'en voit plus le bout. Pour fêter le passage du lac Baïkal, la bouteille de pastis est terminée et nous emmenons une bouteille de moulin à vent pour le repas de midi. De retour dans notre compartiment, nous avons envie d'un vrai café. Alors, avec le goulot d'une bouteille d'eau en plastique, coupée et renversée sur le reste de la bouteille, une bande de gaz pour le filtre, à l'aide de l'eau chaude du samovar et de ma gourde pour la verser, nous faisons un vrai café San Marco. Même au Baïkal, on boit du San Marco. Il est donc 7h21 hors de Moscou, plus 5 heures de décalage, soit 12h21 hors du lac Baïkal.
Là, tu peux le faire au goût de tout le monde. Hein. Tu peux faire de l'épée, de l'estrée. Je fais de l'estrée là, hein. Ça n'a pas l'air de passer correctement. Si, ça va. Le boulot n'est pas si gros que ça. Hein. C'est normal qu'il passe tout seul dans le café, n'importe. Ouais. Parce que là. Ouais, mais là, il y a. Oh. On dirait pas un filtre ça. Il est pas cher. Là. Parce que ça. Non, mais. On prend mon cul là. Si, je pensais qu'il était. Tu me disais qu'il était pas fort, si. Ah mais oui, le premier non, mais Là, il y a le fond qui est descendu là. Ça va. Hein. Même au lac Baïkal, on boit du sang narco. Et en plus, il est bon. Nous voilà à Babouchkine. Nous sommes toujours au bord du lac Baïkal. Cette petite bourgade bénéficie de la desserte du transsibérien et du transmongolien. Les dissidents. Un temps magnifique, fait pas froid. Le train file maintenant à 100 km à l'heure. Le lac Baïkal s'est écarté vers la gauche et nous remontons une large vallée. De véritables prairies la jalonnent, ainsi qu'une route goudronnée, c'est rare. Nous venons de franchir le point kilométrique 5603. Nous allons toujours droit vers l'est. Cette vallée est très jolie. La ligne serpente à son flanc. La rivière Selenga occupe presque toute la largeur. Le jour commence à faiblir. La lumière est merveilleuse. Nous doublons encore un omnibus et la ligne traverse la vallée. Oula-Houndé se profile à l'horizon.
Nous voilà à Oulan-Oundé. C'est une ville de Russie, mais c'est aussi la capitale de la République de Bouriassi. Cette ville a rapidement pris son essor comme un centre d'échange entre la Russie, la Chine et la Mongolie. C'est en effet depuis cette gare de Oulan-Oundé que nous allons quitter la ligne de Transsibérien et bifurquer vers le sud, destination la Mongolie, et demain nous serons à Oulan-Bator. Attends, une Mongole. Putain, il y a ce train. Pour la peine, tu iras. Moscou, Oulan-Bator, le train. Moscou, Oulan-Bator. Mais t'as plein de trains finalement. C'est vraiment des têtes de monde. Moi, je descends pas là, moi. Mais tu surveilles alors, hein, je te fais confiance. On me fait confiance. Je vais quand même prendre la ceinture, si jamais t'es agressé, qui piqueront la tienne. Bon Dieu. Bon, viens voir le mec qui traite, qui garde le train. En arrivant dans cette ville, vers midi hors de Moscou avec 30 minutes de retard, la première chose que nous voyons, ce sont des gardes armés qui surveillent un train frigorifique sûrement chargé de viande. Le train international Oulan-Bator-Moscou vient de partir. Un conseil précieux pour les voyageurs de ces trains en long cours, transsibériens, transmongoliens, transmanchouriens. Il faut amener son produit pour nettoyer les vitres, c'est indispensable. Les 14 minutes d'arrêt sont mises à profit pour changer de locomotive, pour faire toutes les vérifications du train et faire les réserves de charbon dans chaque voiture. C'est nécessaire pour les chaudières si on veut avoir chaud. Ici, les visages ont changé. Des rides apparaissent sur les yeux, les figures sont plus rondes. Nous sommes vraiment pas loin de la Chine et de la Mongolie. Nous repartons vers 12h30 hors de Moscou. Cette fois, le train est remorqué par un locomotive diesel. Peu après le départ, nous disons au revoir à la ligne du Transsibérien et nous bifurquons vers la droite, plein sud et vers la Mongolie. Donc, il irait par ici. On vient de quitter la ligne Transsibérien. Kilomètre 5651. Tout à fait Jean-Pierre. Nous avons bien quitté la ligne du Transsibérien. Nous contournons la ville. Nous rebroussons chemin par l'autre côté de la vallée. Des gamins jettent des pierres contre le train, d'autres nous saluent. Cette ville est grande. Il y a des HLM modernes ainsi que d'anciennes maisons en bois. Le soleil se couche. La luminosité est très bonne pour faire des photos. Nous voyons bien cette grande et large vallée et très marécageuse. Tiens, Georges. Nous allons dîner. C'est notre dernier repas dans cette voiture-restaurant russe. Elle sera décrochée à la frontière. Notre guide, un touriste, est descendu à Irkoutsk. Il nous a laissé les dernières consignes. De retour dans notre compartiment, il fait nuit. Il est 19h30. Le train roule plus lentement, la voie est unique. Nous arrivons à Noske à l'heure. Les 3 heures de retard ont été rattrapées.
C'est la dernière ville russe et c'est le passage de la frontière. Le contrôle est pointilleux et assez long. Dimanche 10 octobre, nous voici en Mongolie, sur la ligne du Transmongol. Le paysage a encore bien changé, il est très particulier. Nous roulons dans une moyenne vallée, les arbres se font rares, l'air est marron verte et tout ceci est recouvert d'une gelée blanche. Le soleil brille déjà, il n'y a pas un nuage dans le ciel. J'aperçois la première yourte, quelques villages se suivent, il y en a peu. Nous roulons assez lentement, entre 50 et 60 km à l'heure. La voie est tortueuse. La voiture restaurant mongole a été ajoutée au train, elle est maintenant au centre de notre rame. Le samovar, source d'eau chaude bien précieuse, est indépendante du chauffage central de la voiture. La ligne du Transmongol est à voie unique. Elle a été créée en 1949 par les soviétiques entre Noshke et Oulan-Bator. Elle s'est prolongée en 1961 entre Oulan-Bator et la Chine. Plus loin, le paysage s'est séparé des arbres. Les villages sont comme fortifiés par un mur. Des troupeaux de vaches et de moutons sont gardés par des cavaliers. Certains sont seuls au milieu de cette vallée. La voie continue de monter. Des plaques de neige apparaissent. Nous passons une sorte de col. Une route goudronnée passe aussi dans la vallée. Il y a très peu de véhicules, quelques camions. Dans le milieu de la matinée, la ligne redescend et nous voyons au loin la ville de Oulan-Bator. Il y a des usines qui font de la fumée. La ville est dans la brume. Nous arrivons en gare d'Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Nous sommes à 6304 km de Moscou. Il est dimanche et nous sommes partis mardi soir. Quelle ambiance dans cette gare! Il y a beaucoup de Mongols qui vendent des peintures, des pièces de collection, de la bière et de la nourriture. Le bois a remplacé le charbon pour le chauffage central de la voiture et du samovar. Nous avons 2h15 de retard. Il est environ 11h30. L'arrêt doit durer théoriquement 45 minutes, mais nous attendons un train qui vient du sud. La ligne est à voie unique.
l'emblème des chemins de fer mongols, tout un symbole. Le cheval est ici le maître. Oulan-Bator est donc la capitale de la Mongolie. Elle en est à la fois le centre politique, économique, industriel, scientifique et culturel. La ville, qui s'étire d'est en ouest, au fond de la vallée de la rivière Tula, sur une vingtaine de kilomètres, rassemble plus d'1 million d'habitants, soit plus du tiers de la population du pays. Nous poursuivons en direction du sud et de la Chine. Cette fois, on peut vraiment dire que le train serpente dans la vallée, tout cela pour monter sur le plateau du désert de Gobi. Il n'y a plus d'arbres, que des prés jaunis, des yourtes de temps en temps, des villages construits en dur. Toutes les maisons sont identiques. Ces villages ont sûrement été construits pour sédentariser les Mongols. Nous voici maintenant sur le désert de Gobi. C'est très impressionnant. Le seul relief est constitué des poteaux téléphoniques qui bordent la voie. Sur les prairies, nous voyons quelques cavaliers isolés, des yourtes, des troupeaux de vaches, des chèvres, des moutons. Nous avons invité nos copines françaises qui sont en voiture classe de luxe pour boire le café. Nous sommes à Chieur, au sud d'Oulan-Bator. Nous avons 15 minutes d'arrêt. Les vendeurs sont moins nombreux. Il y a un tas de charbon sûrement pour approvisionner les trains. Les voyageurs en profitent pour se dégourdir les jambes. Nous quittons Chieur avec 2 heures de retard. C'est une petite ville et capitale d'une province mongole. Elle doit son prestige à l'existence du transmongol que nous empruntons. Ouais, tu vois, on va se trouver. Nous continuons à nous diriger droit vers la Chine à travers la Mongolie. Plus loin, le tracé est souvent rectiligne. Il n'y a quasiment pas de relief ni de végétation. Le dépaysement est total. Nous avons la chance de voir le chameau de Mongolie. C'est un chameau à 2 bosses. Il est utilisé comme bête de trait et pour porter des lourdes charges.
voici à Seine-Hand, à 6778 km de Moscou. Il fait nuit. Il est 19h30 et nous avons théoriquement 15 minutes d'arrêt. Cette ville est située dans la steppe de l'Est du désert de Gobi. Il faut encore rouler pendant 3 heures pour atteindre la frontière. La dernière ville mongole est Zaminuda. Il n'y a personne. Du sable recouvre les rails et il y a un petit vent glacial. L'arrêt dure plus d'1 heure. Puis nous partons pour Herrenhut, la première ville chinoise. 3 heures d'arrêt. Toutes les voitures du train vont passer à l'atelier pour changer les bogies et retrouver l'écartement européen de 1,44 m. Pendant ce temps, nous sommes occupés par les douaniers mongols pour sortir du territoire et les douaniers chinois pour entrer dans le territoire. Cela fait beaucoup de contrôles et beaucoup de papiers à remplir. Demain soir, nous serons à Pékin. C'est notre dernière nuit dans le transmongol. Lundi 11 octobre, cette fois-ci, nous sommes en Chine. Il fait beau, dehors le paysage est encore aride. La moisson vient d'être faite. Les champs sont de plus en plus nombreux. La paille sèche sur le toit des maisons. Plus nous avançons, plus il y a des arbres du genre des peupliers. Les Chinois ramassent les feuilles qu'ils mettent dans des grands sacs pour transporter ensuite sur leurs vélos. J'ai déjà vu beaucoup de vélos. Ils ont l'air d'être neufs car ils brillent beaucoup. La traction animale est souvent utilisée pour les travaux dans les champs. Des bœufs, des chevaux, des ânes et des mules. Il y a beaucoup de gens dans les champs. Les premières maisons sont en terre cuite, puis ensuite, avec les kilomètres, la petite brique rouge fait son apparition. Nous arrivons à Jiggins. Il est 11 heures passées. Nous avons 4h30 de retard. Nous avons pris ce retard lors des passages de douane. Une machine à vapeur manœuvre sur le faisceau des voies marchandises. La gare de Jennings est très grande. Ce n'est pas du tout la même dimension des gares mongoles ou bien même russes. Jining est aussi la première grande ville chinoise que nous traversons. Elle est située en Mongolie chinoise, ou bien aussi appelée Mongolie intérieure. Notre prochain arrêt est Datong. Il y a beaucoup de chantiers de renouvellement de la voie. Des traverses en béton sont utilisées. Plus loin, nous surplombons un lac, puis la ligne remonte le cours d'une rivière. La traction de notre train est toujours en diesel. Le col est passé et cette fois la voie plonge sur Datong. La vitesse du train est régulière. Le paysage reste identique comme une fin d'été où le terrain est bien sec. Le peuplier règne en maître. Il y a de longues rangées de plantations comme pour protéger du vent. Nous voilà à Datong, la grande ville chinoise avant celle de Pékin. Nous avons 10 minutes d'arrêt et toujours 4 heures de retard. Théoriquement, dans 8 heures, nous serons arrivés à Pékin, la fin de ce long périple. Une locomotive à vapeur attend sa rame sur une voie de débord. Ici aussi, ce sont les mêmes gestes, aussi bien à Datong qu'au milieu de la Sibérie ou qu'à Brest. La sécurité est une priorité des cheminots du monde entier.
Une 8K, une locomotive livrée par le groupement 50 Hz, notamment avec Alstom, attend devant une rame de tombereau remplie de charbon. Ces machines ont donc été construites en France. Regarde la plaque Alstom. 50 Hz groupe. Nous partons maintenant de Datong. La ligne est doublée et électrifiée. Des marchandises vides, tirées par des locomotives 8K, se suivent environ toutes les 5 minutes. Ce sont des rames de charbon vides qui remontent sur Datong. Nous longeons toujours une rivière à une vitesse de 80 à 100 km/h. Il fait beau et chaud. Regarde là aussi. Le charbon semble être la principale source d'énergie du pays, car dans toutes les gares, il y a du charbon sur les quais de déchargement. Les Chinois le déchargent avec des pelles. Il y a toujours beaucoup de monde dans les champs. Le cheval et le bœuf sont bien utilisés pour charrier et labourer. Il y a maintenant des cultures de maïs et de betteraves. Nous voyons aussi beaucoup de Chinois dans les champs battre le blé. Nous croisons maintenant une ligne nouvelle. Cette ligne a été entièrement construite pour le transport du charbon. Il y a 329 km entre Datong et Pékin. Nous passons par Xiankaku, puis Juhongguan, au pied de la muraille de Chine. Dans cette gare, les locomotives sont ajoutées en pouces pour passer les montagnes de part et d'autre de la grande muraille de Chine. Le personnel chinois a le sourire, il est bientôt rentré chez lui. André essaie de parlementer pour pouvoir accéder à la cabine de conduite sur un court trajet. Mais c'est sans succès. Voilà, nous venons de passer la grande muraille de Chine au pas, en forte rampe, puis après ce sera en forte pente pour descendre sur Pékin. Nous arrivons à Pékin à 20h12 avec 4h42 de retard. L'arrivée était prévue à 15h30. Cela fait 6 jours que nous sommes partis. Il est lundi soir et nous avons quitté Moscou mardi dernier. Nous avons fait 7568 km depuis Moscou. Nous avons donc relié par le fer la ville de Lyon à celle de Pékin, sans encombre, en toute sécurité et toute sérénité, en passant par les grandes capitales comme Paris, Berlin, Varsovie, Minsk, Moscou et Oulan-Bator. Le train Moscou-Pékin que nous venons d'emprunter est comme un train croisière. Nous nous sommes laissés transporter au fil des jours, bercés par le tatoum-tatoum des rails, sans aucun souci.
Mais Pékin n'est qu'une étape. Nous allons visiter cette capitale puis aller sur Xi'an, Chengdu, Kunming, Guilin et Canton, avant de rejoindre Hong Kong pour un retour en avion sur Paris. Alors, l'aventure ferrée continue, la suite sur la deuxième partie.